Voilà. Est-ce que je suis bien centré? Sinon je me rapproche. Voilà. Faut que je te vois aussi non plus. Aussi. Et aussi t'apercevoir. Donc méthode ici peut-être. Ok, on y va? Tu as lancé? Ouais. C'est bon? Parti. C'est parti. Alors chers amis, aujourd'hui on commence une nouvelle semaine avec un nouveau cocktail. On commence cette fois-ci avec Ilchot Shabbat en premier lieu. On est en train d'étudier la halachot de Motzei Shabbat, on continue ces halachot-là. On a déjà évoqué, ça fait quelques instants, qu'on fait la bracha de Boré Moraesh, étant donné que je crois donner la sagesse à Adam Arishon de frotter deux pierres, et pas comme la théorie de l'homme des cavernes. Et dans ce cas-là, on remercie Hachem. Par contre, il faut qu'il y ait une condition sine qua non pour pouvoir faire la bracha sur le nerf de Motzei Shabbat, il faut voir la flamme. Or, si la flamme elle est recouverte, comme par exemple par une comment ça s'appelle, les lanternes là, etc., c'est pas bon. On a posé la question, est-ce qu'il y a aussi un filament? Un filament, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a, apparemment c'est aussi problématique parce qu'il faut voir la flamme vis-à-vis de ce qui s'est passé à l'histoire a priori. Maintenant, de par ailleurs, il faudra de façon primordiale, c'est mieux d'utiliser un flambeau. Je t'ai cherché? Tout? Et ben voilà, mets-toi en face. Je puisse mieux te... 2 minutes. Boker Tov. Dans ce cas-là, à Botaï, il faudra utiliser une flamme, et qu'en fait que deux flammes se rencontrent pour faire effet flambeau. C'est Mitzam el Mouf'ar, comme ça que on dit Meorea Esh. On remercie Hachem qui a créé les lumières du feu. Donc c'est deux lumières. Ne pas joindre les deux, comment dirais-je, mèches, mais les deux flammes. Mets-toi ici. Faut pas les coller. Non, je veux c'est une question de metteur en scène. Avançons. Par contre, un ner neshama, chers amis. Ner neshama. On fait la bracha. On a le droit de faire la bracha que sur une lumière, sur une bougie qui a été allumée pour but d'éclairer. Or, une bougie qui a été allumée pour but en souvenir, pour l'élévation de l'âme d'un tel, eh ben non, parce qu'elle n'est pas faite, et c'est pas, le but c'est pas d'illuminer le lieu, c'est juste un symbole, ça rappelle un neshama qui monte vers le haut, la spiritualité, etc. Donc on n'a pas le droit. De même, si des fois, dans plusieurs cérémonies, quand on reçoit un Hatan Kala ou un Brit Mila ou toute autre cérémonie, comment dirais-je, religieuse ou tout autre, on allume des lumières, on allume des bougies. Encore une fois, dans ce cas-là, les bougies ne sont pas avec un but d'illuminer, mais juste de marquer l'aspect important de cette cérémonie. On ne pourra pas faire la bracha de Boré Moraesh sur ce genre de bougie. Maintenant, le profit de la bougie. Avec Simcha. Quand j'ai avec Simcha, tout pénètre dans les veines et circule dans le corps. Et quand on est comme ça, ouais, c'est sympa. J'ai pas compris. Réveille-toi! Je suis en train de compter des dollars, des millions, des euros. Je fais bouger toute la bouche. Genre, des fois, pour ironiser à mes amis. C'est une ironie qui est vraie. Moi, j'y crois, mais bon. Quoi? J'aurais dit, écoutez, ils m'ont dit, Mirav, t'as pas tellement d'argent dans la banque. Ma femme me dit, ça fait déjà des années, tu me dis tout le temps qu'on va être bientôt multi. Je dis, madame, t'as pas compris, ça fait déjà très longtemps que je suis multi. J'ai tellement d'argent qu'il n'y a aucune banque dans ce monde qui peut les contenir. Je suis obligé d'envoyer un haut direct. Là-bas, il y a de la place. C'est la véritable optique d'Atere. En tout cas, Ana'a me'aner. Enevarech ala ner meraok. On n'a pas le droit de faire la bracha sur la bougie du Motzei Shabbat, de la Havdalah, Boré Moraesh, de loin. Il faut y ait un minimum de proximité. Un minimum de... Pas que la voir. Non seulement il faut apercevoir la flamme, à l'exception si elle est dans une lanterne ou bien si elle est dans un coin de mur et toi de l'autre côté tu aperçois que la lueur, mais encore il faut être assez proche de la flamme en question que tu aurais pu au moins distinguer une pièce et l'autre. Donc un minimum de proximité qui va te permettre de profiter de la lueur de la flamme. Tu aperçois dans le sens que tu peux voir, ah, ça c'est 1 shekel, ça c'est 2 shekels, par exemple. On va pas voir les ongles. Les ongles d'Al-Pi Kabbalah. Ah. Donc c'est pour ça que aussi, de façon formelle, il n'y a pas besoin d'éteindre la lumière. Tu veux éteindre pour mieux te sentir, pour mieux vérifier que tu es assez proche, tant mieux pour toi.
Mais si tu sais que tu as une certaine distance logique, imagine-toi que le nerf est là, à 30 cm de moi, et moi je suis là, je vais dire éteignez pour que je vois ce que je puisse bien. Ça va. Maintenant, un perso... Oh, good morning. Bonjour, mes respects du matin. Alors vous entendez, chers amis? ראיית השלהבת, הרואה את השלהבת אך לא יכול להביט בה, כגון שיש לו כאבי עיניים. Il aperçoit la flamme, mais il n'arrive pas à la fixer des yeux, étant donné qu'il a une certaine sensibilité dans sa vue. N'est-ce pas? Eh bien, c'est quand même permis, il a quand même le droit de faire un bras sur cette flamme-là, étant donné qu'en fin de compte, il profite de la flamme elle-même. Il aperçoit, il n'arrive pas à la fixer, mais il aperçoit. Mais par contre, on a dit tout à l'heure qu'ici, il n'aperçoit pas du tout la flamme. Imaginons qu'un, il s'est mis dans un corner, dans un coin de mur, et l'autre, il est dans l'autre angle de 90 degrés. Eh bien, c'est pas bon. Puisqu'il aperçoit que la lueur et pas la flamme. Et s'il y a des gens devant, c'est pareil, s'il le fait. La même chose aussi, effectivement. S'il n'arrive pas même à endroit au moins, pour ça qu'en général, quand il y a un grand public, on lève la bougie en hauteur. Pas juste pour qu'il puisse discerner entre une pièce et l'autre, mais surtout aussi qu'il puisse apercevoir la flamme sur laquelle la bracha a été récitée. Et voici maintenant le point des ongles. Après qu'on a fait la bracha Boré Moaesh Baruch Ata Hashem, lequel Mecha Olam, Boré Moaesh, il va courber le pouce de la main droite et dessus il va recouvrir le pouce de la main droite avec donc les quatre doigts de la main droite vont recouvrir le pouce et ils vont être devant la face de la personne. Il va les rapprocher du nerf. Il va regarder un peu. Il faut qu'il essaie d'apercevoir de par cela un peu les traits de la main, quoi. Les traits du basal. Viakir, de par ailleurs, Viakir, Menatiporen et Basal. De par ailleurs aussi savoir. Remarquez la différence entre l'ongle et la peau et la chair des doigts. Donc c'est un certain degré de lueur. ולא כאותן הנותנים את פני האצבעות כשהן זקופות כנגד הנר ואחר כך כופים אותם. Donc ils font comme ça, après ils font comme ça. Non, c'est rien, excusez-moi. Ils font comme ça, mais ils font comme ça. Non, c'est comme ça. Directement, imaginons la flamme est là, je courbe, j'approche la main droite, je fais comme ça, je regarde un peu là et un peu là dans la paume, on a dit dans les traits là. Et ensuite entre les ongles et les doigts et la chair des doigts. Sur les ongles aussi. Oui, j'ai dit entre les ongles. D'accord. On s'arrête là pour les Chot Shabbat pour l'instant. Prochaine fois, on continue après un peu avec l'Avdala aussi. Maintenant, une petite question pour, comme on dit, un champion. Ce soir, il y a le cours. Bezat Hashem, ce soir, le cours à 6h. 6h, 6h15. En fonction de 6h. Quand vous venez en haut, descendez. Ce Shabbat, il nous restait des fruits. Et je voulais les presser pour faire un bon jus en l'honneur du Shabbat. Était-ce autorisé? Point d'interrogation. Les fruits du Shabbat, ils sont restés pour le lendemain. Oui, Shabbat matin, tu te réveilles. Tu dis waouh, j'ai beaucoup de pamplemousse. J'ai aussi des fraises. Non, fraises, s'écrasent. Etc. Que faire? On ne peut pas faire ça. Réponse. Assour. Bon irait. Anibati le yoda. Moi-même, je ne sais pas la réponse. Alors, presser est un des travaux interdits pendant Shabbat. Kalakavod. Cet interdit peut se retrouver dans différents domaines. Interdit de presser des aliments pour en faire un jus. Interdit de traire une vache. Car, il faut bien l'avouer, moins fréquent. Mais bon, il se trouverait que des fois tu es à la campagne. Voilà. Et pourtant, le citron, on a le droit de presser le citron sur le poisson. Une minute. C'est une autre histoire. Interdit d'essorer un vêtement, un chiffon humide ou encore une éponge. Bonus. Je dis aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Comment s'appelle la melacha? Sohet. Sohet. En hébreu, sohet, c'est essorer. Par contre, essorer, il y a deux origines. Il y a sohet tulda dedash
Vesoet Tulda Dimlaben. Ça veut dire que dans les 39 melachot, dans les 39 travaux qui sont récités dans la Mishnah, Taf'ain Gimel dans Shabbos, il y a Melaben entre autres. Melaben c'est blanchir. Mais entre autres, une des étapes du blanchissement des habits, dit de la lessive quoi, c'est essorer. C'est la première possibilité. Deuxième cas de figure, c'est dash. C'est quoi dash? C'est quand on bat le blé. Ou à l'époque, ou dans le Beth Amikdash, c'était quand on battait les grains qui vont servir ensuite en tant qu'origine pour faire le fond de couleur. Des grains de fond de couleur. En ce cas-là, je suis en train de les battre. Et ensuite, des fois, il y a des vaches aussi qui vont piétiner pour faire séparer entre le grain et l'épluchure qui est l'écorce. Ça s'appelle dash. Maintenant, là aussi, quand tu vas venir essorer, ou plutôt presser un fruit, tu es en train aussi de dégager l'intérieur de son enveloppe. Là aussi, dash, c'est extraire le grain de son enveloppe et de son écorce. Attention, ce sont deux choses différentes. Essorer un chiffon mouillé, ou essorer, imaginons, on va dire un grain de raisin, c'est pas la même chose. L'un, essorer un chiffon, ça ferait partie du registre de Melaben. Oui, c'est une dérivée de Melaben, une tolada, une dérivée de Melaben de faire, comment dire, un blanchissement d'habits. Alors que presser un pamplemousse, je dis pas pamplemousse de rabanan. J'ai dit une olive ou un grain ou bien des raisins. C'est le midoraïta. Dans ce cas-là aussi, tu es en train d'extraire le jus qui était entre guillemets emprisonné dans la chair du fruit. Tu es en train de l'extraire. C'est comme une disha. C'est comme une dérivée de quand on bat le blé clair. Maintenant bonus. Utiliser des lingettes durant Shabbat peut s'avérer périlleux en raison des interdits mentionnés. Si jamais il sort le... Si jamais la lingette est assez imbibée de produits liquides, voilà. Donc avec une légère pression des doigts, même légère, un minimum d'utilisation pour pouvoir essuyer l'endroit voulu, tu risquerais d'extraire du liquide. Et bien, c'est un problème. Je répète. C'est un problème, Shabbat. Attends. Bon, c'est pas grave. Vous entendez? Non. Meir. Vous avez compris? תגיד להם שגידלו בעדינות שילך לשם, הכל בסדר. שבוא לפה, ישבו במקום שלהם. תגיד לו שאני אמרתי לו, שיבוא לפה, הם צריכים לשבת לשם, הכל בסדר. Donc vous avez compris, même pour des décisionnaires qui permettent d'utiliser les lingettes le Shabbat, ils précisent qu'il faut veiller à essuyer délicatement et non fortement, bien sûr. Par crainte de quoi? De l'interdit de presser. En général, ce qui se passe des fois, c'est que la veille de Shabbat, on les prend au préalable, on les essore un peu entre guillemets, on les met dans un sachet bien hermétique, comme ça garde un minimum de fraîcheur et d'humidité. Et là, le risque de presser, de presser, comment dirais-je, le parfum, le produit du lingette est très loin, donc il n'y a plus de problème. On fait délicatement, il est déjà pressé. Pour les bébés surtout. Voilà. Alors il est difficile de discerner lorsqu'on le presse délicatement ou pas la lingette, donc toute personne souhaiterait d'éviter des interdits, rajouter des mérites au peuple d'Israël. Michila Ravi, oui. Les lingettes aujourd'hui, elles n'ont pas de liquide. D'accord, ça dépendra. Vraiment, effectivement, faire exprès, ça dépend du genre. Moi j'en connais qui sont vraiment gorgés. Donc il faut le mieux faire un test. Avant Shabbat, faire un test. Ça dépend pourquoi. La lingette de bébé Quel est le but? Et la lingette de nettoyage. Effectivement. Voilà. Le nettoyage, oui, il y a du liquide dedans. Je suis d'accord. Le bébé, c'est plus sec. Tout est relatif, vous faire une vérification la veille du Shabbat. Voilà. Avançons, chers amis. Maintenant, nous allons aborder un sujet moussarique de morale de Rabbi Chaim Kanievski. On continue toujours à parler maintenant de l'honneur de son prochain. Auparavant, dans un chapitre précédent, on a traité longuement de l'honneur de son maître ou des érudits. Maintenant, on va parler de l'honneur de qui? Son prochain. De son prochain. La Gemara
en plein sujet, on continue en plein sujet là. La Gemara Masechet Megillah Daf Kaf Amud Aleph dit que les élèves de Rabbi Hanania ben Akana ils ont posé la question. Par quel mérite tu as eu la longévité de la vie? Il leur a dit, jamais de ma vie, je me suis honoré de par le biais de l'humiliation de mon prochain. Je n'ai pas utilisé le rabaissement de mon prochain en tant qu'estrade, pour pouvoir me mettre en évidence. La Mechilta, la fin de Parashat Yitro, nous dit, Velo ta'ale b'ma'alot ha'mizbehi. Traduction, tu n'as pas le droit de construire des escaliers pour pouvoir arriver au sommet de l'autel du Mizbeah. Afin que ta nudité ne se dévoile pas de par le fait que tu montes dans les escaliers. En d'autres mots, quand on monte un escalier, automatiquement on élargit le pas. Qui dit élargit le pas? Si on avait, imaginons, pas d'habit dans la partie inférieure de la personne, eh bien la nudité aurait été plus évidente. Et même cette idée lointaine ne doit pas être exprimée même vis-à-vis d'une chose inerte comme des pierres. Si déjà par rapport à une chose inerte comme des pierres, la Torah a été scrupuleuse, c'est-à-dire n'essaye même pas d'avoir une arrière-pensée d'expression d'humiliation d'une chose inerte, à plus forte raison combien il faut être vigilant vis-à-vis de l'honneur de son prochain, qui ressent sa honte, qui est sensible à toute cette situation. Incroyable. Malgré tout, la pente du Mizbeah, elle voyait la pente. Oui, mais la pente est un peu mieux. Elle voyait la nudité, la pente elle-même. Non, tout d'abord, c'est pas vrai parce que ils avaient des pantalons. Voilà. Seulement, j'ai bien précisé que si j'avais pas de pantalon, l'aspect de nudité aurait été plus évident quand on écarte les pieds de par la marge que de par la montée, de par la pente qui est plutôt, comment dirais-je, continue. Il n'y a pas d'écart à faire. Voilà. C'est tout. Et à plus forte raison, ton ami qui a l'image de l'Éternel, il doit faire très attention de ne pas penser à l'humilier. Incroyable, hein? On n'aurait jamais pu penser à quel point la morale peut être tirée dans le détail qu'on ne fait même pas attention. Le Mizbeah. Pourquoi le Mizbeah il est en hauteur comme ça? Il n'est pas à hauteur de... Comme les Kétorets, par exemple. Il est à hauteur d'homme. Je ne sais pas, il faut réfléchir. Je ne sais pas. Pashut Zikzatakatou. Non, il faut réfléchir pourquoi les détails de la hauteur. Il y a des remazis, mais bon, c'est pas le pshat. Peut-être on arrivera au Rahim Akadosh, on a dû critiquer quelque chose, je ne sais pas. Les Avot, Perek Bet, je vais commencer au Rahim Akadosh sur Shemot. Pour Hachem. Baïter. Avot, Perek Bet, Mishnah Yud Bet. C'est un truc incroyable. Vendredi avant l'entrée de Shabbat, j'ai écrit un sujet et j'ai mentionné un verset. Et un certain verset. Dans un sujet qui n'a aucun rapport avec le sujet que j'ai étudié après. Shabbat, j'ai fait abrouta avec mon fils, Maseret Kiddushin Daf Kavav. C'est un sujet qu'il étudie lui à la yeshiva. Aucun rapport avec mon sujet. Et je suis tombé sur le verset et sur une précision qui m'a aidé à corriger le détail de ce que j'ai marqué sur un autre sujet dans mon livre. C'était incroyable. C'est incroyable. Moi, j'étudie les lois de témoignage, lui, c'est les lois d'achat et de vente. Ça n'a rien à voir. Dans Avot, Perek Mishnah Yud Bet. Dans Masechet Avot, deuxième chapitre, 12e Mishnah. Et Ikvot Amidcha Avivalcha Kashelcha, il faut que l'honneur de ton... Là, ça me parle à moi aussi. Il faut que l'honneur de ton ami... Tout me parle là aussi. L'honneur de ton ami soit cher à tes yeux comme le tien. Et l'honneur de ton prochain, d'études par exemple, comme l'honneur de ton maître. Dans les Yerushalmi, Eruvim, Perek Halacha Aleph, c'est marqué que Yitro, il a invité, moi j'ai invité Yitro, etc., pour manger du pain devant Hachem. La première fois qu'ils se sont rencontrés après la longue séparation. C'est marqué Nechol Lehem Fnei Elokim. Ils ont mangé du pain devant Hachem. Mikan, Shekolem Kabel Pnei Avero, Keilum Kabel Pnei Shrina. De là on apprend que de celui qui reçoit son ami comme s'il a reçu la face de l'Éternel. Parce que dans la rencontre entre Yitro et Moshe, il a été mentionné la rencontre Pnei Elokim, manger du pain devant la face d'Hachem. Regardez l'importance de la haddout, du respect de son prochain. Veree kamani zeru bikavot averim
Il te dit Rabbi Chaim Kanevski, regarde à quel point nos sages étaient scrupuleux vis-à-vis de l'honneur de leurs amis. D'Amrina Bevamsia, la Madgimamud Aleph. La Gemara Mamsia, 33 folio A, dit Kaba'im minera prise d'Avavuna, Talmid de Tzaïch, le Rabomai. Il a dit, il y a une halakha là-bas, je dis un peu le cadre de la chose, que si je me rappelle bien, il y a des halakhot qui sont différentes entre vis-à-vis de son prochain que son maître. Par rapport à son maître, on fait une dérogation. Maintenant, Rav Chizda, il a dit à Ravuna, Talmid Zalo Rabo, un élève dont son maître a besoin de lui. A besoin de lui, il lui fournit des connaissances, il aiguise un peu, etc. Est-ce que là aussi, ce maître-là, relativement à cet élève-là, a le statut d'un maître par rapport au halachot spécial du sujet cité là-bas, par rapport à Shavata Veda ou tout autre cas? Oui. Il lui a dit Izda, Izda. Donc Rav Izda, il faisait allusion lui-même vis-à-vis de Ravuna. Quand Rav Izda demandait à Ravuna, un élève que son maître a besoin de lui, quand c'est qu'il lui disait moi que tu as besoin de moi. Ah, il lui a dit Ravuna, faites attention, Izda, Izda, j'ai pas besoin de toi. Il a tout de suite compris la question. Au lieu de répondre à la question erratique, il a compris à la nuance. Il a répondu directement Izda, Izda, j'ai pas besoin de toi. Etc. La Gemara raconte que Rav Izda est resté pendant 40 jours en train de jeûner. Rav Izda, entre vexé, sans faire attention, vexer son maître. Il a posé une question naïvement, mais en fin de compte, apparemment, selon sa grandeur, il n'a pas assez calculé la finesse qui peut être aperçue de par cette question. Parce que des fois, quand je dis quelque chose, il faut voir aussi ce que je vais insinuer des fois. Pourquoi il a jeûné 40 jours? Parce qu'il a causé un manque de bonne humeur à son maître. Il a comme vexé, quoi. Parce qu'il m'a mal compris. Moi, je n'ai pas parlé, moi, je posais une question qui peut exister. Un élève qui a un certain niveau vis-à-vis de son maître. Ravuna, en revanche, de son côté, oui. Lui aussi, il a jeûné pendant 40 jours. Parce qu'il a soupçonné Rav Izda. Donc c'était, entre guillemets, un dialogue mal dirigé. Quand Rav Izda posait la question à Ravuna, il ne pensait pas entre le rapport entre les deux. Donc Ravuna, oui, pensait comme ça. Donc il a soupçonné. Il lui a dit, va-t'en, j'ai pas besoin de toi, entre guillemets. L'autre il a dit, ouais, j'ai pas pensé à le vexer, mais il a compris que je l'ai vexé. Je vais jeûner. L'autre il dit, ouais, et maintenant qu'il a jeûné, ça prouve qu'il veut faire tchouva. Et non, mais après il s'est rendu compte qu'en fait il n'avait pas intention vis-à-vis de lui. Donc lui aussi il va jeûner qu'il a soupçonné. Vous voyez un peu emboîter la finesse, la grandeur de nos sages. Incroyable. Aïe 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 aïe. Les niveaux ne sont pas les mêmes. Donc, bien évidemment, on continuera demain la suite, ça. Maintenant, on fait un peu la halachot de Shmirat al-Hashav. Al tevazeh Adam sha'asra avel. N'humilie pas une personne qui s'est mal comportée envers toi. J'ai pas dit que c'est fastoche, c'est pas facile. Mais bon, c'est ce que la Torah dit. On est soumis à la Teiré. Écoutez bien, chers amis. Si ton ami, il t'a trompé, il t'a fait honte, il t'a humilié, il t'a fait tout autre sale coup, un mauvais coup, tu n'as pas le droit de raconter cette chose-là à autrui. Bien que tu peux dire que tu n'as pas une intention de te venger en racontant cet effet. On peut demander à son rave. Oui, effectivement. Maintenant, venir, entre guillemets, te défouler. À quelqu'un d'autre. Toute l'intention, c'est pour un certain intérêt. Quel qu'il soit. C'est pas d'intérêt, c'est... Même si tu penses croire que le récit est vient d'une autre origine, c'est pas vrai. Tu te rends pas compte. Ta vexation, c'est elle qui te fait tromper, qui te fait penser faussement, qui te fait croire faussement
Que non, de façon, comment je disais, neutre, je raconte un effet. לו היית שומע כי ברח גנב בית האסורים והוא מסתובב לו חופשי בשכונתך. אין ספק שהיית נועל היטב דלתות ביתך ונזהר שבעתיים שמא יפגע בראשך. Si tu étais conscient qu'il y avait un gangster, un grand voleur qui s'est sauvé de la prison, qui se tourne en pleine ville, il aurait bien fermé tous les coffres, la maison, le plat d'élette, le miclade, le j'en sais rien. Pourquoi tu dis au voleur? Ah, et ainsi aussi il faut se comporter du Rafet Sraim vis-à-vis que quand tu t'énerves sur ton ami, à ce moment-là précisément, Yetzera est là, il est en train de te, comment dirais-je, au rêve lecha, il est en train de te, essayer d'attraper, non, il essaie de t'attraper au tournant, tu vas ressortir une phrase interdite, tu as le droit, il m'a vexé. Non mais je dis pas parce que je mange, moi j'ai arrêté, Mina Shamaim, il est. Mina Shamaim, mais il est. Si Mina Shamaim dit merci à Hachem, comment dirais-je, avale la capsule tranquillement. Non. Et Adafil ou Asu il a voulu calo des épouses. Très mauvais, je t'ai ma dans ce cas-là, bouge cause. Mais la personne qui a fait, l'auteur de la faute, oui. L'auteur, il a fait ça à 1, à 2, à 4, à 10. Encore une fois, je n'ai pas dit qu'on n'a pas le droit de se protéger. Il y a des façons avec les 7 conditions précitées, préétudiées, etc. Là, on parle juste en tant que réaction spontanée. En pensant que j'ai pas de rancune. Voilà, on n'a pas tu de penses rancune. que tu n'as pas. Non, mais s'il a fait ça à plein de personnes qu'on le sait, on sait qu'on le voit. Il calcule. Alors les conditions, on est certain. C'est du. On le voit avec nos yeux. D'accord. Voilà. Donc on dit rien. On dit rien. Mais non, au contraire, donc, quand tu peux aider une personne qui s'est fait voler, de se faire rendre l'argent, Oui, ça, c'est pas avec pareil. cette condition, c'est permis. C'est pas pareil. Mais là, c'est comme tu dis, c'est qu'une vexation. Mais voilà, dire bonjour. Bonjour. Si je ne réponds pas, je suis un voleur. Minatora, je suis un voleur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Moi, ça Non, m'arrive. c'est pas ce point-là. C'est parce que je suis là, je peux faire comme ça. Il n'y a pas de retour. Il n'y a jamais de retour. Donc à la fin, ça y est. moi je reste comme ça, je dis plus rien. Tu dis plus bonjour parce que tu vois que ça tombe sur des oreilles sourdes. On voit bien que même de ne pas dire la shonara, ça nous protège aussi. Si la personne elle est malveillante, on ne sait pas ce qu'elle est la personne. Voilà, après ça te fait rentrer dans une épreuve. Voilà, donc voilà, si jamais je pars, réagir, ne pas réagir. Je risque de mettre un feu dans la. Donc il faut effectivement étudier le problème et en fonction de cela se comporter intelligemment et Hachem aide tous ceux qui sont, comment dirais-je, qui font attention. Pour continuer, un exemple. Yaakov a commencé à raconter sur Nahum. Yaakov commence à raconter à son ami Nahum du mal sur leur ami Moshe. Quand Nahum a dit à Yaakov, il ne veut pas entendre la shonara. Il lui a dit Yaakov à Nahum, mais tu plaisantes. Tu ne comprends pas très bien compris. J'ai aucune rancune sur ce que Moshe a fait. J'ai rien contre lui. Il a toujours l'habitude de blesser ses copains, de vexer ses amis. Je pense que des gens comme ça, il est nécessaire, il est même, comment dirais-je, il faut très vite leur apprendre, et les éduquer un peu. Ta'er lecha, Chirac Livne Shavua, et à propos, ça fait qu'une semaine, c'est pas moi qu'une semaine, ça fait qu'une semaine, en pleine cérémonie, il m'a fait honte, il est juste devenu rouge, violet, en plein public. Tu comprends ce que je te raconte? Nahum, il n'a pas hésité de répondre à Yaakov par rapport à ce qu'il racontait sur Moïse. Im behemet, en lecha sin'a ishit eged Moshe. Si vraiment tu haïs pas Moshe, c'est bizarre. Kol od lo eli votra, tant qu'il t'a pas vexé par hasard, ça fait une semaine, tu t'es jamais réveillé à dire une marque sur lui. Par hasard, ça fait une semaine, il t'a vexé, et comment dirais-je, les deux éléments se sont rencontrés. C'est une curieuse, ou plutôt malencontreuse coïncidence. Ça, c'est un nouveau point. Bon,
Baruch haba. On y va, on continue encore. Rabbi, vous avez... Ah, voilà. Ouais, Il y a bien la feuille ici, là. Ouais, c'est la semaine dernière. Vous avez reprise. Ouais. Ça marche. Gardez-la avec vous, alors. Hein. Ouais, d'accord, j'essaie. On la met pas dans le livre parce que j'ai... Alors on y va. Plaisir, hein. Alors, on commence avec un truc sympathique. On fait encore 2-3 petits mots dans Parashat Shavua. Mais Parashat Shavua, Yom Holedet et Paro, Maraoui la Asot Biyom Holedet. Dans la paracha, n'est-ce pas? On est Parashat Vayeshev. On raconte l'anniversaire de Paro, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Vers la fin de la paracha, avant que Yosef sorte de la prison, après il y a Miquette qui se présente devant, etc., au bout de 2 ans. Donc, je dis, qu'est-ce qu'ils vont faire le jour d'anniversaire? C'est bien connu que le jour d'anniversaire, on dit que le mazal de la personne monte. C'est le moment où il est né. Et de par ailleurs, il y en a qui font l'anniversaire du Ben Ishai le jour du Brit, pas le jour de la naissance. Parce que c'est marqué dans le Zohar Kadosh, une personne, tant qu'elle n'a pas fait le Brit, elle est moitié juive, entre guillemets. Quand est-ce qu'elle a les chamas complètes? Et les femmes, Wallo? Les femmes, chacun, c'est un autre processus. Les femmes, elles n'ont pas de Brit, donc aussitôt. D'accord? Donc il y a des degrés de dévoilement. À l'âge du bar mitzvah, à l'âge, je crois, de 9 ans. Ensuite, bar mitzvah. Ensuite, 20 ans. C'est des degrés de dévoilement d'un neshama. Nefesh, roi, neshama. En tout cas, le Brit, il est plus décisif que le jour de la naissance. Ouais, bon, d'accord. En tout cas, moi, par exemple, ouais. Pour la bar mitzvah, l'enfant avant la bar mitzvah, il a que le voir négatif, non? Non, il est déjà avec que les tirara. Le tirara. Et pas les tirara. Et après, Ouais, il commence. Maintenant, il te dit, donc, qu'est-ce qu'il vaudrait faire le jour du Yom Holedet? Question intéressante. Le Ben Ishai, Parashat Re'eh, Ot Yud Zayin, il écrit. Yesh hanoagim la'asot oto Yom Tov. Il y en a qui en font un jour de fête, chaque année. Et c'est un bon signe. Et on dit au nom du Havetz Haïm que le mazal, à ce moment-là, ton mazal, eh ben, est très fort. À ce moment-là, on peut aussi faire des requêtes. Venir des gens, faire des tuilotes, c'est un moment où tu es haut placé, tu es bien placé. pour nous, c'est pas l'oasis. Hein. C'est pas Non, rien que la Shana, Kodesh. L'oasis, c'est Wallo. Ce qui dit le Tehillim, Pébet, béni, il y a un passage dans Tehillim 82 qui dit béni, ata, ani, ayom, ilaticha. Mon fils, tu es, aujourd'hui je t'ai enfanté, je t'ai mis au monde. Almimeni vetena. Demande-moi, je te donne. Donc on voit que le jour de la naissance, c'est demande et tu reçois. Le jour de l'anniversaire, je peux demander des vœux, des souhaits. Cependant, Rabbi Chaim Kanievski, il a dit à son petit-fils, oui, le petit-fils à lui, Shlomo Kotetsky, qui écrit ses livrets Torah, qui range ses livrets Torah, il dit, étant donné que le seul endroit dans la Torah, dans tout le Tanakh, où on a trouvé le jour d'anniversaire, que c'est que auprès de Pharaon, n'est-ce pas, dans la fin de notre parachat de Vayeshev. C'est pour ça, il n'y a rien spécialement ce jour-là de l'anniversaire. Il n'y a pas besoin de faire ni l'anniversaire, ni de festin. Levad, à part l'âge de 60 ans, qui est oui mentionné dans la Gemara, Maseret Moed Katan Kafet Amoud Aleph, là-bas c'est marqué qu'ils en ont fait une fête. Ça s'appelle qu'il arrivait à Zikna, à la vieillesse. Anna Vesrim. Même par rapport à l'anniversaire des 60 ans, Abraham Kamski disait, c'est pas une obligation, c'est assez Ershoroté, s'il veut. Parce que Rabbi Yosef a fait l'anniversaire, comme je dis la Gemara là-bas, Moed Katan, à l'âge de 60 ans, parce qu'il était Rosh Shivé. Donc apparemment c'était aussi une bonne occasion. Non, c'était plutôt l'occasion qu'il est devenu Rosh Shivé, ou bien qu'il était Rosh Shivé, 60 ans. Ou aussi peut-être je rajoute de mon propre chef, il voulait renforcer ses élèves, donc c'était une bonne occasion de renforcer les liens. Encore un petit point. On parle d'anniversaire, on parle de jours joyeux. On peut poser la question, qu'est-ce qui fait l'homme heureux? Mais Ouchar,
la seule chose qui fait l'homme heureux, satisfait, en plein bonheur, s'il réussit à briser ses mauvaises vertus. C'est-à-dire se surpasser contre les terrains, surmonter les terrains, se lever à l'heure à la tefila, faire de la bonté avec son prochain, même quand c'est dur, se renforcer dans la surveillance de la bouche. Il est mévater, il est moël, il cède au prochain de tout cœur. Étudier avec assiduité, avec être complètement enfoui, comment dirais-je, enfoncé dans son étude, sans téléphone, se déconnecter. Quel plaisir, au bout de 3-4 heures, tu ouvres, tu vois. Bon, ça m'arrive pas, au Hachem, tant mieux. Ça prouve que c'est juste des arras. Mais tu vois 20 appels. Tu vois, un, c'est les PTT, tu dis Khaled le Beb. L'autre, c'est le Hashmal, je m'en fiche, je fais l'impasse. L'autre, c'est une tante, une arrière-tante qui a fait Abti ce matin. Et donc, l'histoire de dormir debout. Aïe, 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 aïe. Tout ceci rapproche l'homme à l'ultime bonheur. Étant donné que notre chef Rabbi Eiffel est revenu en pleine forme, on voulait venir une fois chez les mains, et bien on va faire encore un petit vort et vous souhaiter une bonne journée et une bonne semaine. Bilinéder ce soir le shiur comme d'habitude. Bilinéder, hebdomadaire. Ma ta'am chez Admou Rabbi Tzvi Elimelech Midinov Kara Leshem Sifro Bnei Issachar. Bien connu un grand Admou qui s'appelle le Bnei Issachar. Rabbi Tzvi Elimelech Midinov Kadosh V'Taor Nora Ve'ayom. Quel est le rapport? Il n'y a aucun lien avec son nom de famille et le livre. Bnei Issachar. Lui il s'appelle Tzvi Elimelech Dinov. Dit Noam Elimelech, Rabbi Elimelech Mijensk. Et encore plein d'autres exemples. Beno shel Bnei Issachar Iber Sefer Bina Leitim. Le fils du Bnei Issachar a écrit un Sefer Bina Leitim. Shama Mesaper et Ta'amad. Il explique pourquoi. Il te dit, son père, le Bnei Issachar, il était très attaché à la fête de Hanouka qui va bientôt venir dans environ 2 semaines. Un peu plus. Environ 2 semaines. Dans 10 jours. Il avait très grande lumière et très grand languissement, très grand enthousiasme. Le jour, pendant les jours de Hanouka. Effectivement, dans son livre, il s'est allongé spécialement, de façon, comment dirais-je, spéciale, Hanouka, plus que les autres fêtes. Tous les vrais trucs à marquer sur Hanouka, c'est l'expansion. Une fois le osé de l'oubli, Kodesh Kodashim, il lui a dit au Bnei Issachar, pourquoi tu es tellement attaché à Hanouka, plus que les autres fêtes? Parce que le Bedin de Hashmonaïm, ils étaient du Shevet Issachar. Le Bedin de Hashmonaïm, ils étaient de la tribu de Issachar. Et toi, dans le précédent Gilgoul, il lui dit le Osé de l'Oubli, tu étais du Bedin de Hashmonaïm. Donc, qui dit Hashmonaï dit Hanouka. Qui dit Rav Elimelech Midinov dit Shevet Issachar était du Bedin. Donc, il était attaché spécialement à Hanouka. C'est pour ça qu'il appelle son livre Bnei Issachar.